Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Clémentine, je travaille pour l'équipe Community chez Malte et aujourd'hui je suis accompagnée de Hugues Bonhomme qui du coup est co-founder de DigiWork Solutions et qui va vous animer ce webinaire sur optimiser ses revenus et sa fiscalité. Bonjour Hugues. Bonjour. Avant de vous laisser du coup avec ce sujet, je vais rapidement faire une petite introduction pour laisser le temps à tous les participants de se connecter parce que bon bah on a toujours 5 petites minutes de retard et c'est normal. Donc simplement petit récapitulatif sur le fonctionnement de Livestorm. Donc là, c'est très cool. Je viens de voir que vous avez déjà commencé à utiliser le chat. Donc voilà, si vous avez des problèmes pour nous entendre, pour nous voir, pour voir l'écran, bien le noter sur la partie chat. Pas hésiter. Également, si vous avez des questions, là par contre, bon, je rebasculerai les questions, mais s'il vous plaît, posez bien vos questions dans la partie questions qui est juste à côté du chat. Posez-les bien ici parce qu'en fait, ce sera plus facile pour Hugues de toutes les retrouver. Il traitera vos questions à la fin. Donc, no panique si vous voyez qu'il y a des questions et qu'il les traite pas tout de suite. Le plus facile, c'est qu'il les prenne du coup à la fin et qu'il remonte le fil de l'eau et qu'il traite toutes les questions. Donc, s'il vous plaît, pour bien qu'il voit vos questions, mettez-les bien dans la partie questions. Voilà, tout simplement. Également, ce webinaire est enregistré. Donc, pour toutes les personnes qui voudraient le revoir, il sera disponible sur le YouTube Malte Community. Je vais vous mettre le lien dans la partie chat. Je vais vous mettre du coup le lien vers le YouTube de Malte. Et également, pour ceux qui seraient intéressés, je peux faire suivre la présentation, bien sûr, en fin de webinaire. Donc, normalement, j'ai déjà vos adresses mail. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat pour les personnes qui seraient intéressées pour recevoir la présentation, de notifier dans le chat. Et du coup, je vous enverrai la présentation. Et rapidement, aujourd'hui, donc ce webinaire est proposé donc par Malte. Nous proposons des événements pour les freelances ou personnes en devenir de freelance. Pourquoi? Puisque nous sommes une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. En gros, on aide les freelances à trouver des clients. Pour toutes les personnes qui auraient des questions concernant Malte, le fonctionnement ou qui souhaiteraient d'ailleurs savoir comment ça fonctionne, je vais mettre mon adresse mail directe dans le chat. Comme ça, on pollue pas plus sur le temps de parole de Hugues. Et puis, moi, je pense que j'ai fait tout le tour. Je vais du coup me mute. Hugues, je vais vous laisser du coup vous présenter. Je pense que ce sera mieux. Et je disparais du coup de la scène. Merci à tous et bon webinaire. Merci Clémentine, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Hugues Bonhomme et aujourd'hui, je vais vous présenter donc tout ce qui est relatif à l'optimisation des revenus et de sa fiscalité lorsque l'on est indépendant. Alors, un rapide aperçu sur notre sommaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, on va voir quels sont les 4 leviers principaux qui existent afin d'optimiser justement sa rémunération et sa fiscalité. Et on va voir ces 4 leviers déclinés à 3 cas d'usage, les 3 principaux cas lorsqu'on est indépendant, tout ce qui est relatif au portage salarial, puis la partie micro-entreprise ou auto-entrepreneur, auto-entrepreneur étant l'ancien nom, micro-entreprise le nouveau nom. Après, on verra le cas de la société, et on a pris un sous-exemple des sociétés qui est la SASU, donc la SA simplifiée à actionnaire unique. Et enfin, une partie de synthèse et comme l'a précisé Clémentine, on a réservé à peu près un quart d'heure pour une phase de questions-réponses. S'il y a besoin de plus de temps, nous prendrons le temps nécessaire pour répondre aux questions. Voilà, donc je me représente à vous, Hugues Bonhomme. Donc je suis cofondateur et dirigeant de DigiWork Solutions avec mon associé Franck. Nous sommes basés à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Et la vocation de DigiWork est d'accompagner toutes les personnes qui souhaitent devenir indépendantes ou qui sont déjà indépendantes en principalement 2 phases. La première phase qui est une phase de conseil en amont pour étudier en fonction du contexte de chacun quelles sont les meilleures solutions pour devenir indépendant et répondre aux attentes de chacun. Et puis une seconde phase qui est la gestion au quotidien pour avoir tout le confort comme quand vous étiez salarié, avoir rien à gérer et en même temps avoir tous les avantages d'être indépendant, tant sur la partie rémunération que sur la flexibilité et la liberté. Voilà, donc nous allons aborder le premier point aujourd'hui. Donc,
pour optimiser, il faut identifier en amont 4 principaux leviers. Lorsqu'on souhaite devenir indépendant, il y a généralement plusieurs facteurs de motivation qui peuvent être la liberté, le choix des missions, c'est très souvent ce qui revient, et puis l'aspect rémunération. Donc vous vous doutez au vu du titre du webinaire d'aujourd'hui que l'on va principalement adresser des sujets financiers. Et donc la première question qui se pose lorsqu'on devient indépendant est de se dire je vais générer du chiffre d'affaires. À la sortie, quel est le pouvoir d'achat qui va en résulter? Concrètement, comment je vais transformer cette activité de production quotidienne en un vrai pouvoir d'achat pour me nourrir, me loger, partir en vacances et pouvoir développer tous mes projets. Donc, on voit sur la gauche qu'on va partir d'un chiffre d'affaires et pour générer ce chiffre d'affaires, on va tout d'abord passer le premier levier, le premier rouage vont être les conditions commerciales. Donc les conditions commerciales, on va le revoir en détail juste après, mais globalement, c'est tout ce que je vais négocier avec mon client. Et puis, le deuxième rouage, deuxième levier, ça va être tout ce qui est relatif aux cotisations sociales. C'est-à-dire qu'en fonction de la forme du statut pour lequel je vais avoir opté en tant qu'indépendant, je vais être soumis à des cotisations sur lesquelles je vais plus ou moins avoir la main. On va voir ça en détail juste après. Le troisième levier, c'est tout ce qui est charge de fonctionnement. Donc, typiquement, j'ai une activité pour laquelle j'ai des frais qui peuvent être justifiés comme frais professionnels. Comment je peux utiliser ces frais à bon escient et de façon intelligente pour faire en sorte d'optimiser mes revenus et de limiter ma fiscalité. Et donc, le dernier point, dernier levier, qui va donc être relatif à la fameuse fiscalité. Alors, la fiscalité, c'est très large. Il y a toute la partie, bien sûr, impôt, c'est ce qui vient en premier lieu quand on parle de fiscalité. Et puis, il y a un certain nombre de taxes type TVA, CFE qui rentrent dans la partie fiscalité. Une fois qu'on est passé au travers de ces 4 leviers, qu'on les a utilisés en fonction de ce qui est possible de faire, on obtient un pouvoir d'achat réel. Donc, concrètement, c'est ce qui me reste après m'être acquitté de toutes mes cotisations, avoir payé toutes les charges de fonctionnement de mon activité et mes impôts. Et donc, c'est l'argent dont je dispose pour faire ce que bon me semble et je ne dois plus rien à personne. Et ce qui est intéressant de se poser comme question à ce niveau-là, c'est d'avoir identifié ces 4 leviers où, en partant d'un certain chiffre d'affaires, là j'ai donné un exemple simple et simpliste de 10 000 euros, en se disant, ces 10 000 euros, finalement, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir me donner comme pouvoir d'achat réel? Et on va le voir ensemble au travers des exemples, des illustrations, qu'on obtient des résultats qui peuvent être assez différents. Et la difficulté, très certainement pour tous ceux d'entre vous qui se sont déjà lancés, au démarrage, était de savoir, quand j'ai en effet 10 000 euros, combien je vais obtenir en pouvoir d'achat à la fin, net de tout cela. Donc ça, c'est une première difficulté qu'on rencontre en tant qu'indépendant. C'est des gros questionnements. Et on va voir qu'il y a déjà des grandes tendances qui se démarquent là. Et puis, le deuxième sujet, c'est lorsqu'on est déjà indépendant depuis un certain temps, c'est de se dire, j'ai compris que quand j'avais 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'avais par exemple 6 000 euros net de pouvoir d'achat. Très bien. Est-ce que je ne peux pas optimiser? Est-ce que je ne peux pas encore améliorer ça pour arriver peut-être à 6 500, 7 000 euros? Voilà. Donc, c'est les sujets que nous allons traiter aujourd'hui permettent d'illustrer cette question-là. Et vous allez voir, j'emploie une terminologie de rendement pour parler justement du rapport qui existe à la fin entre le pouvoir d'achat réel et mon chiffre d'affaires, donc dans cet exemple-là, mes 10 000 euros hors taxe. Donc ce rendement, c'est tout simplement le pouvoir d'achat divisé par les 10 000 euros. Et ça me donne un pourcentage, et ce pourcentage me permet d'apprécier la pertinence de mon montage pour se dire est-ce que j'ai amélioré ou pas ce rendement, donc l'efficacité, est-ce que j'ai bien activé mes leviers pour tirer le meilleur parti d'un chiffre d'affaires et le transformer de la façon la plus efficace en pouvoir d'achat réel. Voilà. Donc, on rebalaye rapidement. Conditions commerciales, dans ce que j'entends par conditions commerciales, c'est le grand classique pour toutes et tous, le TJM, donc négocier mes honoraires avec le client. Donc, dans les conditions commerciales, vous allez en effet, avec votre client, décrire le contenu de la mission, mais aussi négocier vos honoraires. Donc ça, c'est une négociation commerciale classique. Trop souvent, les délais de règlement sont laissés pour compte dans la négociation et je vous invite, si vous ne le faites pas encore, je vous invite à négocier âprement ces délais de règlement. Pourquoi? Parce que, déjà, il s'agit de votre trésorerie.
Deux, les clients vont vous dire, ah, mais nous, on a des conditions qui sont généralement à 30 jours. Vous vous apercevrez que des fois, en forçant un petit peu la négociation, vous pouvez obtenir des délais réduits. Donc ça, c'est votre trésorerie et c'est une façon de percevoir votre rémunération le plus vite possible. Et puis, ça a une deuxième vertu en termes d'optimisation, c'est de réduire vos risques. Dans les temps qui sont un peu troublés là, sur 2020 et 2021, la santé économique de vos clients peut varier. Et le fait d'avoir des délais de règlement très courts vous permet de vous assurer que vous allez percevoir justement vos honoraires le plus vite possible et ça vous évite de travailler avec un effet tunnel où vous n'avez pas la certitude de percevoir vos honoraires parce que le client tarde un peu à payer et puis vous n'êtes pas certain qu'il est en bonne santé financière. Donc plus vite vous percevez vos honoraires, plus vous sécurisez vos encaissements. D'accord ? Donc ça, je vous invite à mener vraiment de front, conjointement, la négociation auprès du client en termes d'honoraires et de délais, quitte à accepter des délais si vraiment les délais sont figés, accepter des délais qui peuvent être des fois importants, ça peut aller jusqu'à 60 jours, donc c'est quand même 2 mois, c'est-à-dire que vous travaillez le mois de janvier et finalement le client vous met comme délai de règlement février et mars, c'est-à-dire que vous ne percevez vos honoraires qu'à partir du mois d'avril. Donc sur ce point-là, attention, et mener la négociation de front avec le sujet honoraire, ça vous permettra des fois d'obtenir des honoraires un peu plus élevés en contrepartie d'un délai de règlement qui des fois est fixe ou est très long, ou l'inverse, de réduire vos honoraires mais avec un délai de règlement beaucoup plus bref. Le sujet cotisation sociale va dépendre de la forme juridique de vos statuts. Comme on l'a vu tout à l'heure, et on va le revoir immédiatement, il y a le portage salarial, la micro-entreprise ou la société. Vous ne choisissez pas vos cotisations sociales, c'est en fonction du statut pour lequel vous avez opté initialement que vous allez être soumis à des cotisations sociales plus ou moins élevées. Et enfin, tout ce qui est relatif aux charges de fonctionnement, et là, c'est tous les achats, tous les frais de locaux, toutes les assurances auxquelles vous pouvez souscrire, qui du coup vont être des éléments importants sur les leviers que vous pouvez actionner. Dernier point, c'est tout ce qui va être relatif au… Pardon, je suis obligé de tourner mes pages parce que je ne vois pas le bas de l'écran. Voilà. Dernier point, c'est la fiscalité et tout ce qui est relatif au sujet d'impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu. On va voir quels sont les régimes qui sont soumis à ces différents types d'impôts. Donc, premier cas, on est en portage salarial. On a, par exemple, négocié un tarif de 500 € par jour. On travaille 20 jours. On a 10 000 € de chiffre d'affaires sur un mois donné. En portage salarial, on va être entre 5 et 8 % de coût de portage salarial généralement. Et du coup, vous allez avoir des délais de règlement là qui vont être pris en charge par la société de portage salarial, ce qui veut dire que vous allez percevoir vos honoraires généralement dans les jours qui suivent la fin du mois. Donc, vous travaillez au mois de janvier, vous avez vos honoraires qui vous sont versés, votre salaire du coup vous est versé sur les tout premiers jours de février. Par rapport à ça, le statut en portage salarial, vous avez un statut de salarié, ce qui veut dire que vous avez des cotisations sociales qui sont celles d'un salarié. Alors, je fais une aparté rapidement. Cotisation sociale, il faut le voir comme une assurance, d'accord ? C'est-à-dire que quand vous êtes en portage salarial, vous avez des cotisations qui sont celles d'un salarié, et en tant que salarié, on vous assure contre des risques. Et les risques sont énumérés ici sont à 3 risques, sont estimés à 3 risques. Tout ce qui est relatif au chômage, donc ça c'est les cotisations pour l'emploi. Tout ce qui est lié à la santé, donc on va retrouver sécurité sociale, mutuelle et prévoyance. Et tout ce qui est lié à l'assurance vieillesse, donc tout ce qui est relatif à la retraite. Donc dès lors que vous êtes en portage salarial, vous n'avez pas le choix des cotisations, donc vous n'avez pas de levier de négociation sur ce point. Le point essentiel en portage salarial en termes de levier de négociation va se situer sur les charges de fonctionnement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir négocié dans le cadre de la mission qui vous est confiée des indemnités kilométriques pour vous déplacer chez le client, avoir un véhicule de location, donc LOA, location avec option d'achat, ou LLD, des indemnités de grand déplacement si vous avez plus d'1 heure et demie de transport entre votre lieu d'habitation et le site du client. Vous pouvez avoir des frais de repas, des tickets restaurants, des chèques culture, des chèques vacances. Ça, c'est dans toute la partie frais. Donc, c'est tout un certain nombre de frais que vous pouvez passer dans le cadre de votre prestation qui vous permettent, on va le voir juste après illustrer quelques chiffres, qui vous permettent d'optimiser votre fiscalité.
Vous pouvez aussi avoir tout ce qui est relatif à des achats de téléphonie, d'informatique ou éventuellement des formations. Donc, pour illustrer tout ça, prenons deux exemples. Dans le tableau de gauche, il n'y a pas de charge, c'est-à-dire qu'on a pris tout simplement le cas de figure d'une personne en portage salarial qui a 10 000 euros de chiffre d'affaires, les frais de portage, les cotisations sociales, et donc vous voyez une rémunération nette, ses impôts, et donc il en ressort une rémunération nette après impôt qui est de 4 066 euros. À droite, on va optimiser en ayant un certain nombre de charges de fonctionnement. Alors, ces charges de fonctionnement, on ne les invente pas, hein, bien entendu, il faut qu'elles soient justifiées et justifiables en cas de contrôle. Mais là, on a pris l'exemple d'une personne qui a des indemnités kilométriques, donc pour se déplacer sur le site du client, qui a des frais de repas pour inviter des clients, qui va aussi passer en charge de fonctionnement une partie de son logement qui est loué, et donc reporter une partie, une quote-part de ses locaux dans des charges de fonctionnement. Tout ce qui est relatif à la téléphonie, à des tickets restaurants et les chèques culture. Et là, pour simplifier l'exemple, on aboutit à 1 000 euros de charge de fonctionnement. Donc, vous voyez que c'est la petite pastille verte. Et c'est donc la ligne qui diffère entre l'option sans charge et l'option avec charge. Donc, dans ce cas de figure, on voit que du fait des charges, le net après impôt est plus faible. Il est plus faible de l'ordre de 400 euros. Mais néanmoins, parce que j'ai passé des charges, ces charges-là, elles ne sont pas soumises à cotisation. Donc, du coup, j'ai réduit mon net, certes, mais en même temps, au regard de ça, j'ai réduit de 400 euros mon net, mais par contre, j'ai 1 000 euros à côté de pouvoir d'achat, entre guillemets, indirect, puisque les frais kilométriques auront été des frais que j'aurais réalisés, j'aurais réellement réalisé ces kilomètres, mais le barème peut être plus avantageux que ce que ça vous coûte réellement. De la même manière, dans les invitations clients, vous avez vous aussi mangé, donc vous avez invité un client, certes, mais vous avez vous aussi mangé, donc vous avez aussi tiré parti de tout cela. Donc, l'idée, c'est que dans les frais de fonctionnement, vous allez pouvoir en tirer un certain bénéfice, et ça vous permet d'un côté d'avoir justement ces bénéfices-là, sans être soumis à charge, et donc, même si votre revenu net est un petit peu diminué, vous avez quand même un pouvoir d'achat au regard de ça, puisque vous avez des tickets resto, des chèques culture, et ainsi de suite. Donc, voilà une première illustration. Et on voit à ce niveau-là, vous le voyez en bas de la colonne sans charge, on a un rendement dans ce cas de figure précis qui est aux alentours de 41%, ce qui veut dire que si je divise mes 4 000 euros, mes 4 066 euros par mes 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'obtiens à peu près 41%, ce qui signifie que dans le cadre du portage salarial, l'ordre de grandeur qu'il faut garder en tête, c'est que vous pouvez osciller dans une fourchette entre 40 et 50%, c'est-à-dire que le rendement que vous allez pouvoir en tirer va osciller entre 40 et 50%. Et pourquoi je dis osciller? C'est que tout simplement, tout va dépendre des charges de fonctionnement que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Donc la fameuse petite pastille verte, c'est sur ce niveau-là que vous allez pouvoir avoir un véritable levier. Donc à chiffre d'affaires équivalent, on comprend que vous allez avoir du coup un rendement qui va varier en fonction des charges de fonctionnement que vous allez pouvoir justifier. Donc j'insiste bien sur le sujet justifié. Dites-vous que tous les sujets d'optimisation auxquels vous avez pu penser, d'autres y ont déjà très certainement pensé, y compris l'administration fiscale, y compris les URSSAF, et les sociétés de portage salarial seront toujours vigilantes pour encadrer tout ça et s'assurer qu'en cas de contrôle, vous ne soyez pas redressable pour avoir appliqué des charges qui n'étaient pas justifiées du point de vue de l'État. Voilà. Donc, on retient à ce niveau-là 40 à 50% maximum de rendement dans le cas du portage salarial. Ça vous permet d'avoir des ordres de grandeur. Passons maintenant à la micro-entreprise. Dans le cas de la micro-entreprise, on est toujours sur 10 000 euros de chiffre d'affaires. Là, le délai de règlement, vous allez subir le délai de règlement client et généralement, les clients ne vous règlent pas au comptant. Vous allez avoir toujours 1 à 2 mois de délai de règlement. Ce qui est très important de noter à ce niveau-là, et je l'ai bien fait ressortir de façon soulignée, c'est que vous avez le droit en micro-entreprise, contrairement aux idées reçues, à dépasser jusqu'à 2 années consécutives le plafond de chiffre d'affaires. Donc le plafond de chiffre d'affaires, il existe pour les micro-entreprises en prestations intellectuelles. Ce plafond est de 72 600 euros. Néanmoins, l'État est très clair, vous avez le droit de dépasser une année et la seconde année, donc 2 années consécutives, ce plafond de chiffre d'affaires. Vous avez aussi l'opportunité, pour optimiser vos conditions commerciales, de combiner vos droits au chômage avec la micro-entreprise.
de les combiner de la manière suivante. Vos droits sont acquis, ils sont validés. Si à un moment vous avez une période pendant 1 ou 2 mois où vous n'avez pas de contrat en micro-entreprise, vous êtes indemnisé immédiatement par Pôle emploi si vous aviez acquis et validé vos droits. Sur la partie cotisation sociale, on va avoir un levier assez fort, notamment par le biais de l'ACRE. Si vous êtes éligible à l'ACRE, la première année, vous avez vos cotisations qui sont réduites de 50%, donc c'est un élément important. Et là aussi, vous allez cotiser à la sécurité sociale et à la retraite. Alors, j'ai bien précisé, retraite minimale, vous validez vos trimestres, mais néanmoins, ça n'est pas la même valeur de trimestre que des trimestres quand vous êtes en portage salarial. Il faut bien en avoir conscience. Il n'y a pas de miracle. Si vous avez des cotisations plus faibles, donc quelque part, vous payez moins cher votre assurance et que votre assurance, vos cotisations sociales couvrent moins de risques. C'est ce qu'il faut retenir comme idée principale. Voyons maintenant sur la partie charge de fonctionnement. Alors, l'auto-entrepreneur est un statut qui se veut très simple pour aider les personnes à se lancer en tant qu'indépendant. Et c'est très simple sur la partie charge de fonctionnement. Vous n'avez aucun frais professionnel. C'est-à-dire que si vous avez des indemnités kilométriques, des voyages et autres, vous ne pouvez rien passer sur votre micro-entreprise. Par contre, vous pouvez passer des frais de débours. C'est-à-dire que si vous engagez des frais pour le compte de votre client, et que le client vous les rembourse directement, ça ne passe pas par votre chiffre d'affaires, ce qui veut dire que vous pouvez avoir des frais refacturés directement au client sans que ça passe par votre chiffre d'affaires, donc non soumis à cotisation. Et pour la fiscalité, j'ai toujours pris le cas d'un auto-entrepreneur qui fait de la prestation intellectuelle. Vous avez 2 options. Alors, ce n'est pas au choix, hein, c'est sous condition. Mais soit vous êtes en impôt sur le revenu avec un abattement de 34% de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous prenez votre chiffre d'affaires annuel, vous enlevez 34% de ce chiffre d'affaires et c'est ce qui rentre dans votre déclaration d'impôt. Ou alors, si vous êtes éligible sous certaines conditions, c'est des conditions de revenus relatives à l'année N-2, donc pour 2021, ça sera vos revenus de l'année 2019. Si vous êtes inférieur à 27 570 €, vous avez, dans ces cas-là, une imposition en 2021 sur vos revenus auto-entrepreneurs qui sera que de 2,2% de votre chiffre d'affaires. Donc là, c'est excessivement intéressant, notamment pour des gens qui se lancent ou qui ont eu une période d'inactivité en 2019, donc avec des revenus plutôt faibles. Vous avez l'opportunité d'avoir un très gros chiffre d'affaires en 2021 avec néanmoins justement une imposition très faible puisque limitée à 2,2% de votre chiffre d'affaires. Point important pour optimiser votre fiscalité aussi, la CFE. La CFE, c'est la contribution foncière des entreprises. Donc, c'est une taxe qui est due et qui est les fonctions de principalement votre lieu de domiciliation de votre micro-entreprise ainsi que votre chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des communes, donc du lieu de domiciliation de votre micro-entreprise, il y a d'énormes différentiels sur cette CFE. On a des rapports qui peuvent varier de 1 à 13. Donc, pour information, Paris est l'une des villes les moins chères, si ce n'est la moins chère. Et vous pouvez utiliser de la domiciliation d'entreprise pour faire en sorte de domicilier votre micro-entreprise dans une ville la moins chère possible. Alors, bien sûr, la domiciliation d'entreprise a un coût, mais au regard de ça, ça peut vous permettre de réduire de façon conséquente votre CFE. Voilà. Dernier point, attention, votre TVA va s'appliquer à partir du moment où vous allez franchir un seuil de chiffre d'affaires de 34 400 € sur l'année. Donc, pour illustrer tout ça, sur une micro-entreprise, je vous ai toujours pris le cas d'une personne qui fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Si vous êtes éligible à l'ACRE donc si vous êtes éligible à l'ACRE, vos cotisations sociales seront de 1 110 €. Et si vous êtes éligible au prélèvement libératoire, votre impôt dans ces cas-là sera bien de 2,2% de votre chiffre d'affaires, soit 220 €. Donc, au final, vous arrivez avec un net après impôt qui est de 8 670 €. Et dans ces cas-là, on est dans un rendement qui est de quasiment 86-87%. Vous voyez, tout à l'heure, on était sur du portage salarial avec une fourchette entre 40 et 50% de rendement. Là, on peut avoir, dans le meilleur des cas, puisque j'ai pris le cas où on a et l'ACRE et le prélèvement libératoire, on peut avoir un rendement de 86,7% pour être très précis. À droite, j'ai illustré justement les variations parce que prélèvement libératoire et ACRE, qui sont les 2 principaux leviers, donc cotisation sociale et impôts, qui sont les 2 principaux leviers pour le micro-entrepreneur, peuvent générer un différentiel important. Vous voyez qu'en fonction, dans le meilleur des cas, donc on est à 8 670 € et dans le pire cas, entre guillemets, si on n'a pas l'ACRE et qu'on n'est pas éligible au prélèvement libératoire, on aura donc 6 257 €.
ce qui fait quand même toujours un rendement de 62%. Donc, on reste toujours supérieur au portage salarial. Alors, à ce niveau-là, et avant de passer sur la société, un point important, on comprend qu'il y a un différentiel important sur le rendement, donc sur le pouvoir d'achat qu'on va pouvoir obtenir entre ces différents régimes. Et donc, les leviers aussi auxquels on est éligible. Bien sûr, si on est éligible à l'ACRE et au prélèvement libératoire, ça vaut vraiment le coup de se mettre en micro-entreprise. Même si on ne l'est pas, on voit que le rendement est supérieur. Et je ne souhaite pas à ce niveau-là faire de jugement de valeur. Ce qui compte, c'est vraiment de vous poser la question, est-ce que je souhaite avant tout avoir des droits sociaux, donc avoir une assurance retraite très forte, une assurance chômage très très forte, une assurance santé aussi importante, ou est-ce que je souhaite avoir du pouvoir d'achat? Et je pense que c'est comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que j'accompagne mes clients, en leur proposant de peser les deux. Chacun a un contexte qui lui est particulier en fonction de son âge, de son contexte familial, de son expérience. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que le choix qui vous correspond par rapport à ça. Si vous êtes jeune et que vous êtes sur un secteur où vous êtes hyper demandé, la micro-entreprise peut être en effet tout indiquée. Si vous êtes plus senior en fin de carrière et que globalement vous voulez quelque chose de confortable et vous voulez un maximum d'assurance, le portage salarial dans ces cas-là sera plus indiqué. Vous pouvez aussi faire ce choix en fonction des optimisations possibles en vous disant je suis dans un cas où il y a très peu d'optimisation à faire, donc finalement le portage salarial peut être tout indiqué et puis j'ai beaucoup de sécurité. Ou alors, dans le cas de la micro-entreprise, j'ai tous les avantages ACRE et prélèvement libératoire. Je fais 1 ou 2 années en micro-entreprise. J'optimise en utilisant tous les leviers qui me sont offerts pendant ces 1 ou 2 ans. Et puis après, rien n'empêche de rebasculer en portage salarial ou vice-versa. Voilà. Donc, il n'y a pas de vérité unique, comme vous le comprenez à ce stade-là. Il faut regarder vraiment, c'est du cas par cas. Il faut regarder en fonction de votre passé, vos cotisations au chômage et de ce que vous voulez faire demain et de ce qui est important pour vous. Est-ce que, encore une fois, c'est le pouvoir d'achat qui prime ou est-ce que c'est la sécurité avec toutes les garanties sociales que l'on vient de voir rapidement. Troisième point, donc on va basculer sur le troisième type de statut qui est donc la SASU. Donc qui est la société. Alors généralement, quand on commence en tant qu'indépendant, soit on commence en portage salarial pour être dans une sorte de continuité par rapport à son précédent statut de salarié, soit on commence en micro-entreprise, et puis on va venir vers la société le jour où on veut valoriser un portefeuille client, le jour où on veut éventuellement recruter un collaborateur. Dans ces cas-là, le passage en société peut être tout indiqué, et peut être aussi tout indiqué pour optimiser là aussi sa fiscalité et ses revenus. On est toujours sur un système où on a 10 000 € de chiffre d'affaires pour être comparable entre ces 3 statuts. Et là, on va déjà avoir l'option de se dire, quand je suis en société, soit je peux me payer en salaire et ou en dividende. Donc, on peut panacher tout ça, être complètement en salaire, être totalement en dividende, être dans un mix des deux. C'est déjà une première alternative par rapport au schéma précédent. Et là aussi, il y a des optimisations possibles en fonction du salaire ou des dividendes. Deuxième point, on est toujours sur un délai de règlement client. Donc, comme on l'a vu sur les micro-entreprises, ça, c'est inchangé. Il y a là aussi possibilité de combiner vos droits au chômage acquis précédemment avec un statut de dirigeant. C'est-à-dire de déclarer à Pôle emploi que vous avez créé votre société et dès lors que vous ne vous rémunérez pas sur votre société, Pôle emploi vous accorde une indemnisation chômage classique. Et vous, pendant ce temps-là, vous encaissez votre chiffre d'affaires sur votre entreprise. Là aussi, vous pouvez bénéficier de l'ACRE, donc l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Et vous avez la possibilité, dans certains cas de figure, d'avoir des aides. JEI, ça signifie Jeune Entreprise Innovante. Donc vous avez des aides qui sont liées soit à la typologie de votre activité. Si par exemple vous voulez lancer un nouveau service ou un nouveau produit, vous pouvez essayer de monter un dossier JEI. Vous avez des aides régionales, par exemple sur la région parisienne, Île-de-France et BPI font des projets InnovUp. Pareil, si vous avez des projets d'innovation, vous pouvez soumettre des dossiers pour avoir des aides ou des subventions. Voilà, donc ça, la société permet d'aller chercher ce type d'aide ou de statut particulier.
Sur la partie cotisation sociale, là, vous allez être soumis à une autre typologie de cotisation sociale. C'est les cotisations sociales qui sont liées à ce qu'on appelle le statut d'assimilé salarié. Donc, ça ressemble de très près au statut du salarié, qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre du portage salarial, à la différence près que vous n'avez pas la partie cotisation chômage, puisqu'en tant que dirigeant de l'entreprise, vous ne pouvez pas prétendre à être pris en charge par des indemnisations Pôle emploi si jamais votre société ferme. Ça n'est pas possible. Donc, vous allez avoir vos cotisations pour la sécurité sociale, mutuelle et prévoyance classique, comme dans le cas d'un salarié, cotisation retraite de la même manière. Et là, vous allez avoir le choix pour pouvoir souscrire à des assurances, à des services en option. C'est-à-dire que vous avez la totale liberté d'aller chercher une assurance chômage privée. C'est-à-dire qu'il y a des organismes, des assureurs qui vous proposent des assurances chômage dans le cas d'un dirigeant de société. Et vous avez aussi la possibilité d'augmenter votre couverture santé, prévoyance et retraite avec des cotisations supplémentaires pour accroître la couverture de votre assurance. Donc, à ce stade-là, je refais une parenthèse pour que ça soit bien clair pour tout le monde, parce que le sujet de cotisation sociale, on le voit souvent comme une chose qui vous pénalise. Ce qu'il faut voir, c'est que si vous êtes vraiment intéressé par le sujet de cette assurance, qu'elle soit relative à la santé, assurance vieillesse pour la retraite ou assurance chômage, vous voyez que dans le cas de la SASU, vous avez la possibilité d'avoir à la carte, selon ce qui est important pour vous, de pouvoir privilégier des contrats qui vont venir vous couvrir. Alors bien sûr, ces contrats vont coûter à l'entreprise, ça va baisser le bénéfice de l'entreprise, mais néanmoins, si c'est important pour vous, c'est une façon d'optimiser aussi, quelque part, vos revenus. Alors pas les revenus qui seront sur vos comptes bancaires, mais c'est une façon d'améliorer vos conditions de travail en ayant donc une couverture plus large et une assurance confortable qui correspond à vos besoins. Vous pouvez aussi, de la même manière, faire en sorte de diminuer au minimum les assurances pour avoir vraiment le strict nécessaire en fonction de votre âge encore ou de vos besoins. Voilà. Donc, de façon globale, vos cotisations sociales peuvent être, je dirais, faites sur dimension en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est un levier d'optimisation, pas directement en tant qu'argent sonnant et trébuchant, mais en termes d'assurance, c'est un vrai levier d'optimisation. Sur les charges de fonctionnement, on va retrouver les mêmes charges de fonctionnement que dans le cas du portage salarial, donc tout ce qui est relatif au voyage, aux repas, aux locaux, tous les chèques culture, chèques vacances. Là, vous allez avoir dans les frais de fonctionnement de la comptabilité, puisque sur votre société, vous êtes tenu d'avoir des frais de comptabilité, enfin d'avoir un comptable plus exactement. Et il y a un levier très important sur la partie frais, à mon sens. Bien sûr, il y a tout ce qui est avantage en nature avec le fameux véhicule de fonction, mais vous avez quelque chose de très intéressant qui est assez peu utilisé, qui est le logement de fonction. C'est-à-dire que votre entreprise peut vous octroyer un logement et peut prendre à sa charge le loyer de votre appartement et le passer en logement de fonction. Donc, ça va être déclaré comme un avantage en nature. Vous aurez une partie qui va être fiscalisée. Et ce sujet du logement de fonction est très important. Alors, il ne peut pas être mis en œuvre dans le cadre du portage salarial, parce que les sociétés de portage salarial ne vont pas vouloir endosser le bail en leur nom. Mais dans le cadre de votre société, vu que c'est vous le dirigeant, vous pouvez signer un bail avec votre bailleur. Encore faut-il que le bailleur accepte de louer à une entreprise et non à une personne privée. Mais si vous avez cette opportunité, c'est un système qui fiscalement est excessivement intéressant. Voilà. Et on va retrouver encore tout le volet achat, comme on l'avait vu avec la partie téléphonie, informatique, formation. Donc tous les achats qui peuvent venir en déduction des résultats de l'entreprise et donc minorer et l'impôt sur les sociétés et la partie cotisation. Dernier point, bien sûr, ça va être dans les charges de fonctionnement, on va retrouver vos salaires et vos primes, puisque vous pouvez, en tant que dirigeant, décider de vous verser un certain niveau de salaire et de primes en conséquence. On passe au volet maintenant fiscalité. Dans le cas des sociétés, vous allez avoir deux volets, généralement. Là, c'est vrai que j'ai pris le cas d'une SASU soumise à l'impôt sur les sociétés. Vous pouvez aussi opter pour la SASU soumise à l'impôt sur les résultats. Là, dans le cadre d'une SASU soumise à l'impôt sur les sociétés, vous avez un premier volet d'imposition où vous avez une première tranche entre 0 et 38 120 € qui va être soumise, elle, à 15%. Et après, vous avez tout ce qui est au-delà des 38 120 est imposé pour l'année 2021 à 26,5%.
Et à partir de 2022, ça sera soumis à 25%, définitivement. On retrouve à nouveau le sujet de la CFE, où là, vous êtes donc soumis à cette cotisation foncière des entreprises. Toujours la même chose, vous pouvez utiliser une domiciliation pour faire en sorte de réduire cette CFE. Et vous avez là une possibilité qui n'est pas possible en portage salarial ou en micro-entreprise, c'est d'avoir, si vous êtes éligible à un statut JEI ou au CIR, qui est le crédit impôt recherche, d'obtenir des abattements d'impôts sur vos sociétés, donc de réduire, voire d'annuler vos impôts sur la société, si vous êtes dans le cadre d'une entreprise qui fait de la recherche ou de l'innovation. Sur la partie fiscalité à l'IR, une fois que votre entreprise a payé ses impôts, vous avez un résultat, et ce résultat, vous pouvez choisir de le percevoir en dividende. Donc tout ce qui n'a pas été versé en salaire peut être versé par la suite en dividende. C'est pour ça qu'en introduction sur la société, je parlais de percevoir tout ou partie des revenus sous la forme de dividendes. Sur ces dividendes, si vous choisissez de percevoir des dividendes, vous allez avoir une fiscalité à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, et donc ces dividendes vont être taxés soit au titre du prélèvement forfaitaire unique, soit au barème d'impôt progressif. Donc, le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, c'est ce qu'on appelle aussi la flat tax à 30%. Donc là, vous savez que vous payez 30% mécaniquement. Et vous avez le choix, si votre fiscalité est assez faible, d'opter pour le barème à l'impôt progressif. Donc, on retrouve le dernier point juste en dessous. Vous avez donc le choix d'être payé en dividende ou en salaire. Alors, attention à une chose, même si le paiement en dividende semble un peu magique, parce qu'il vous permet d'optimiser votre fiscalité, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous vous payez en dividende, vous n'avez pas de cotisation sociale. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'assurance par rapport au chômage, à la santé et ainsi de suite. Donc, vous n'avez payé aucune cotisation, donc vous n'avez pas d'assurance. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Si je ne suis payé qu'en dividende, je n'aurai pas de cotisation sociale, donc je n'aurai pas acquis de droits sociaux. Attention à ce point. Donc, généralement, ce que l'on recommande à ce niveau-là, c'est de panacher et donc d'avoir une partie de salaire de manière à assurer des revenus minimums et des cotisations minimum et de se payer le reste en dividende. Donc là, j'ai voulu illustrer dans cette planche exclusivement la partie salaire ou dividende. Donc j'ai pris un cas caricatural d'une personne qui, à gauche, fait le choix d'être payée exclusivement en salaire et à droite, une personne qui choisit d'être payée exclusivement en dividende. On voit à la fin que le résultat est assez conséquent puisqu'on arrive à générer plus de 2 000 € net d'impôts de différentiel. Encore une fois, attention, quand je ne suis payé en dividende, je n'ai aucune cotisation sociale. De ce fait, je n'ai pas cotisé à aucun droit sur la santé, la retraite et ainsi de suite. Donc, je n'ai acquis aucun droit social, aucun de ces droits sociaux. Et on voit que dans la partie de gauche, comme je ne suis payé qu'en salaire, je prends la totalité du chiffre d'affaires de mon entreprise que je me reverse en salaire. Donc l'avantage, je ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Vous voyez que la ligne impôt sur les sociétés est à 0. Par contre, j'ai des revenus et donc là, j'ai un impôt sur le revenu. De l'autre côté, je n'ai pas de cotisation sociale, puisque quand je suis en dividende, je n'ai pas de cotisation sociale, mais j'ai de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez que d'un côté, j'ai 5 500 € entre mes cotisations sociales et mon impôt sur le revenu, et de l'autre côté, j'ai 3 500 €, 3 600 €, non, 3 500 € à peu près, entre la partie impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu. Donc, bien sûr, les dividendes sont tout de suite beaucoup plus attractifs comme système. Encore une fois, attention, on n'a pas acquis de droits sociaux, d'où l'idée de mixer les deux, comme on disait à l'instant. Voilà. Donc, on vient de balayer les 3 cas de figure entre le portage salarial, la micro-entreprise et la SASU. Et du coup, on vous propose ici un récapitulatif pour benchmarker de façon très rapide tout ce que l'on vient de voir. Donc, sur les conditions commerciales, ce qu'il faut retenir, c'est que la partie société sera la partie, entre micro-entreprise et société seront les parties qui vous permettront d'avoir des aides, mais le délai de règlement de vos honoraires sera fonction de votre client. Sur la partie cotisation sociale, eh bien, on voit qu'on a 5+
dans la colonne portage salarial, c'est là où, bien sûr, je cotise le plus, donc je paye le plus. Donc, il est logique qu'au regard de ça, j'ai une couverture qui soit la plus large et la plus importante, par opposition à la micro-entreprise, où c'est là où j'ai les cotisations les plus faibles et du coup les droits les plus faibles. Donc, vous voyez qu'on identifie immédiatement une corrélation entre pouvoir d'achat et cotisation sociale. Il n'y a pas de miracle. On va pouvoir faire de l'optimisation à la marge, qui est loin d'être inintéressante, mais il faut garder en tête vraiment ce questionnement. Il ne faut pas avoir un raisonnement trop simpliste en disant je vais sur la micro-entreprise parce que c'est vraiment là où c'est le plus rémunérateur, ou en tout cas il faut le faire en conscience, en se rappelant que on a des cotisations qui sont réduites, donc on aura des droits plus réduits. D'accord ? Sur les charges de fonctionnement, comme on l'a vu, portage salarial, on peut passer un certain nombre de charges de fonctionnement. Aucune charge de fonctionnement en micro-entreprise, sauf celles qui sont remboursées directement par le client. Ce ne sont pas des charges de fonctionnement à proprement parler, ce ne sont que des frais de mission. Et sur la société, on peut passer tout, y compris les avantages en nature, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc c'est le volet le plus large, c'est celui de la société. Attention à ce niveau-là, je vais revenir à nouveau sur les charges de fonctionnement. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles se lancent, imaginent que les charges de fonctionnement, c'est le Graal, on va pouvoir tout passer sur l'entreprise, donc vivre vraiment au crochet de l'entreprise et se faire tout payer par l'entreprise. Non, il y a des textes qui sont très clairs, encore une fois, qui sont très précis, qui encadrent précisément ce que l'on peut passer sur une entreprise. Donc, ce sont des choses à utiliser, des leviers d'optimisation à utiliser, il ne faut pas passer à côté, mais il faut les utiliser à bon escient. Je vais prendre un exemple caricatural. Les indemnités kilométriques, beaucoup de personnes pensent qu'on peut passer des indemnités kilométriques parce que ça permet de se rembourser comme ça, et puis on déclare qu'on a fait un Paris-Marseille, un Paris-Marseille aller-retour, et puis ça vous permet de générer comme ça d'un coup d'un seul 500, 600 € de frais kilométriques. En théorie, oui, mais dans la pratique, non. Parce que dites-vous qu'un contrôleur fiscal vous demandera où sont vos tickets de péage. Alors, vous avez le droit d'y aller par la nationale. Mais si vous n'avez pas un seul ticket de stationnement, pas un seul frais d'hôtel ou frais de repas à Marseille, rien ne prouve que vous êtes réellement allé à Marseille. Donc, vous voyez, juste pour être un peu caricatural sur cette notion de frais d'indemnité kilométrique, oui, on peut avoir des leviers d'optimisation, mais attention, il faut faire ça de façon très encadrée et il ne faut pas penser qu'on va pouvoir être plus malin que le fisc. Dites-vous qu'un contrôleur fiscal est quelqu'un qui a vu beaucoup de cas de figure, beaucoup de choses très astucieuses et il sait très facilement déjouer les personnes qui auraient trop usé ou abusé de ces systèmes-là. Donc voilà, charge de fonctionnement, oui, c'est très bien, mais encore une fois, de façon encadrée. Et enfin, sur la fiscalité, comme on l'a vu, sur la partie portage salarial, il n'y a aucune optimisation possible sur la fiscalité à proprement parler. Sur la micro-entreprise, prélèvement libératoire, le prélèvement libératoire peut être un point très avantageux avec ses 2,2% d'imposition. Et si vous avez une entreprise innovante, une jeune entreprise innovante, ou si vous avez un contexte familial qui fait que le paiement des dividendes est extrêmement avantageux pour vous, la SASU peut être un très bon contexte d'optimisation pour faire en sorte d'avoir du coup un revenu optimal. Donc voilà, on va passer à la phase questions-réponses, mais juste pour synthétiser une ultime fois, si on devait faire un classement, je dirais que sur le portage salarial, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on peut avoir un rendement entre 40 et 50%, d'accord, en étudiant bien les contextes. Sur la partie société, on va pouvoir avoir un rendement qui oscille aux alentours des 45-65%, l'ordre de grandeur se situe à peu près là. Et sur la partie micro-entreprise, comme on l'a vu, on va pouvoir être entre 60 et 86%. C'est l'ordre de grandeur générale. Voilà, je vais repasser la main à Clémentine pour qu'on puisse animer peut-être la phase question-réponse. Alors, je reprends toutes les questions. Tac. Alors, je vais reprendre la première. Il y en a beaucoup, hein, je préviens. Il y en a pas mal. Alors, Vincent demande, est-ce bien légal de décharger les locaux pro sur son loyer perso?
Alors, oui, à un point près, c'est que dans ces cas-là, vous devez déclarer comme étant du revenu locatif tout ce que vous allez avoir fait passer comme charge de locaux au niveau de votre société, puisque vous allez être remboursé par votre entreprise de cette partie de loyer et il faut la déclarer au niveau de votre imposition sur le revenu comme étant du revenu locatif. Parfait. Donc Vincent, si vous avez des questions dans la partie questions. Flavien demande, portage salarial, du coup en optimisant et donc en baissant mes cotisations, je pénalise de fait ma retraite. J'ai peur de pas bien. Oui, pardon, ça y est, je comprends la question en se disant, bah oui, en effet, plus je vais passer de charges de fonctionnement, plus je vais baisser mon assiette de cotisation. Et en effet, plus je baisse mon assiette de cotisation, plus je vais baisser mes droits. Oui, en effet, on peut le lire comme ça, c'est une bonne lecture. Néanmoins, il faut regarder les tranches en fonction de vos revenus. Il y a des tranches de cotisation et au-delà de certains revenus, ce n'est pas forcément très intéressant ou très rentable. Voilà, donc ça, c'est encore une fois, c'est fonction du cas de chacun, mais vous avez raison, sur le principe de base, moins je cotise, moins j'aurai de droits par la suite. Parfait. David demande, la TVA est-elle due en B2C quand on est auto-entrepreneur? Alors, la TVA est applicable en B2C, c'est-à-dire que quand vous êtes de votre micro-entreprise vers du grand public, hein, le C étant customer, donc le grand public, dans ces cas-là, vous devez appliquer la TVA une fois que vous avez dépassé les 34 400 € de chiffre d'affaires. Donc, attention à une chose très importante par rapport à ça, il faut bien intégrer dans vos tarifs vis-à-vis de vos clients. Vos clients vont toujours payer, dans ces cas-là, le grand public paye toujours du TTC. Autant une entreprise se moque de la TVA parce que globalement, généralement, elle va récupérer la TVA, donc le sujet de TVA va être transparent pour elle. Autant une personne, un individu physique comme vous et moi, va devoir payer des factures avec la TVA. Même si la TVA est égale à 0, pour le principe, dans la facture, il y a une ligne TVA. Donc attention, une fois que vous avez dépassé les 34 400 €, la TVA s'applique. Donc vous allez avoir du mal à expliquer à votre client que maintenant que vous êtes soumis à TVA, il va payer des honoraires qui vont être 20% supérieurs. Donc intégrez-le. Si vous savez que dans l'année, vous allez très certainement dépasser ce plafond de TVA, mettez en place des prix qui font que vos clients ne vont pas payer plus cher. Donc, vous maintenez un prix qui est TVA ou pas TVA. Le prix sera le même pour votre client puisque le client, lui, règle une facture. Et le sujet de la TVA dans le cadre du B2C ne le concerne pas. Parfait. Maëva demande si on ne peut pas déduire de charges de fonctionnement, quelles dépenses noter dans son carnet de recettes dépenses, entre parenthèses obligatoires, et pourquoi finalement? Alors, vous allez pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, refacturer à votre client tous les frais de débours. Par contre, pour les autres dépenses, vous n'allez pas pouvoir les récupérer. Les textes sont très clairs sur la micro-entreprise. Les frais ne sont pas récupérables. Et c'est pour cette raison que vous bénéficiez d'un abattement de 34% sur votre chiffre d'affaires. C'est pour compenser le fait que vous n'ayez pas de charges déductibles. Donc, l'État considère que vous avez forfaitairement 34% de charge sur votre chiffre d'affaires. Alors, parfait. Donc, David demande, concernant l'abattement du CA sur l'IR, quand on est auto-entrepreneur, si on fait de la vente et de la prestation de service, comment calcule-t-on le taux d'abattement? Alors, dans ces cas-là, donc la question qui nous est posée, c'est je suis micro-entrepreneur et j'ai deux typologies d'activités, la prestation intellectuelle d'un côté et de l'autre côté, la partie achat-revente matériel. Donc, dans ces cas-là, tout est proratisé et on a virtuellement l'équivalent de deux micro-entreprises et donc on applique tous les ratios d'une micro-entreprise classique qui n'aurait qu'une nature d'activité. On applique ces ratios-là au prorata du chiffre d'affaires dans chacune des activités. Vous segmentez votre chiffre d'affaires avec la partie prestation intellectuelle et vous séparez la partie chiffre d'affaires avec la partie vente de matériel et vous appliquez tous les plafonds et tous les taux de cotisation sur chacun des chiffres d'affaires. Parfait. Alors, concernant la TVA pour les micro-entrepreneurs sur un CA mensuel de 10 000 € hors taxe, dois-je facturer en hors taxe les 3 premiers mois et en TTC à partir du 4e? Dois-je suivre ce modèle tous les ans?
Alors, une fois que, en effet, l'explication qui est donnée est la bonne. Les 3 premiers mois, si je facture chaque mois 10 000 euros, les 3 premiers mois, je suis en dessous du plafond et en dessous du seuil. Et au 4e mois, je franchis le seuil et donc je dois appliquer la TVA sur la totalité de la facture. Durant les mois qui suivent, bien sûr, jusqu'à la fin de l'année, on applique la TVA. Et une fois que vous avez franchi une année le seuil de TVA, l'année suivante, immédiatement, dès le 1er mois, vous êtes sujet, vous êtes soumis à l'application de la TVA. Alors, ensuite, j'imagine que facturer en TTC les 3 premiers mois ne veut pas dire que les 20% de TVA resteront dans ma poche. Non. Le système de la TVA par rapport à ça, pardon Clémentine, le système de la TVA est relativement simple. Vous collectez pour le compte de l'État de la TVA que vous reversez après. Ni plus ni moins. Donc, le participant a totalement bien décrit la situation. On collecte la TVA, ça ne reste pas dans notre poche, on la reverse à l'État. Donc, pour le micro-entrepreneur, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat du fait qu'on soit soumis ou pas à TVA. Il n'y a pas de gain ou de perte de pouvoir d'achat. Pour le client final, si c'est du B2B, si c'est une entreprise qui récupère la TVA, c'est complètement transparent aussi. Attention, encore une fois, dans le cas du B2C, comme on l'a dit tout à l'heure. Ok. Alors, j'imagine aussi que si au bout de 2 ans de micro-entreprise optimisée fiscalement, je ne peux pas passer 1 an sur un autre statut puis revenir en micro-entreprise optimisée. Alors, c'est en effet une très bonne question. J'ai oublié de préciser qu'il fallait qu'en effet, 3 années s'écoulent à partir du moment où vous avez dépassé 2 années consécutives le plafond de chiffre d'affaires. Vous fermez votre micro-entreprise. Vous pouvez monter, par exemple, une SASU pendant 3 ans, c'est 3 années. Et au terme de 3 années, vous pouvez remonter votre micro-entreprise pour, à ce moment-là, pouvoir prétendre à nouveau un dépassement de chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi, pardon, c'est sous-entendu dans les 2 années consécutives, mais si une année vous dépassez le plafond de chiffre d'affaires et que l'année suivante vous êtes en dessous, la 3e année, vous avez à nouveau le droit de le dépasser. Et sur la 4e année, si vous êtes en dépassement, à ce moment-là, il faudra changer de statut. Mais vous pouvez très bien avoir une activité qui est un peu en dents de scie, une année en dépassement, l'année après vous n'êtes plus en dépassement, et ainsi de suite, et faire ça pendant 5 ou 10 ans, ça fonctionne. Ce qu'il y a derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État, en mettant le régime micro-entrepreneur, l'État a monté le régime micro-entrepreneur pour faire en sorte que vous, en tant que micro-entrepreneur, vous puissiez vous tester. Donc l'État considère qu'à partir du moment où une année, vous avez dépassé un certain niveau de 72 000 euros de chiffre d'affaires, qui est assez conséquent, si une 2e année consécutive, vous revalidez le fait que vous êtes à nouveau en dépassement, c'est qu'a priori, votre business, vous l'avez bien senti, vous l'avez bien trouvé, et l'État vous dit maintenant que vous avez été dans cette période un peu d'incubation où vous avez été protégé, maintenant, il faut passer dans le grand monde, il faut plonger dans le grand bain des entreprises. Alors, Justine demande, j'ai rien sauté, non. Justine demande, peut-on bénéficier en SASU de l'ACRE si on acquiert nouvellement ce statut, mais en ayant plus de 2 ans d'ancienneté en auto-entreprise? Alors, si vous ne l'avez pas encore invoqué, oui, vous pouvez en justifier. Tout dépend si vous avez invoqué ou non ce statut d'ACRE. De façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous avez eu un licenciement, une rupture conventionnelle, donc vous pouvez prétendre à vos indemnités Pôle emploi, vous allez immédiatement vous inscrire auprès de Pôle emploi pour faire valider vos droits. À partir de ce moment-là, vos droits restent valables 5 ans. D'accord ? Vous avez 5 ans pour invoquer vos droits et percevoir ces droits. Rien ne vous oblige à les percevoir dès le début. C'est-à-dire que si vous pouvez totalement, dès le début, en tant que micro-entrepreneur, pendant 2 années ou 3 années, si vous ne dépassez pas le plafond, avoir votre activité de micro-entreprise et au terme de ces 2 ou 3 ans, monter votre SASU et à ce moment-là, invoquer vos droits Pôle emploi. Donc là-dessus, il y a de l'ingénierie et ça fait typiquement partie de ce que l'on propose, c'est-à-dire poser un schéma pour voir comment vous allez pouvoir évoluer, franchir ces différentes marches de l'entrepreneuriat. Comme je disais en tout début de présentation, peut-être commencer de façon soft, en portage salarial ou en micro-entreprise. Et puis après, une fois que vous êtes un peu aguerri et rassuré, pouvoir vous lancer dans un statut de société. Alors, Bastien demande, bonjour, concernant le prélèvement libératoire pour la micro-entreprise, si on demande le changement de régime dès à présent vers le prélèvement libératoire, quand est-ce que cela peut être effectif, c'est-à-dire quand est-ce que je peux profiter de mon régime, de mon nouveau régime, pardon? Alors, pour ça, il faut faire une demande directement sur le site des URSSAF.
Il faut vous assurer au préalable que vous êtes bien éligible. Donc, comme je l'ai dit, pour l'année 2021, le plafond sera de 27 570 € de tête parce qu'il vient juste de bouger. Avant, on était à 27 519. Bon, ça n'a pas énormément augmenté, mais retenez 27 500 €. Et attention à une chose, ce qui fait référence, c'est le revenu fiscal de référence, RFR, revenu fiscal de référence 2019. Donc, vous prenez vos revenus déclarés en 2020 qui concernait donc les revenus de 2019. Donc, la déclaration que vous avez faite en 2020 était liée à vos revenus 2019. Et l'avis d'imposition mentionne une ligne, revenu fiscal de référence, et c'est cette ligne qui fait foi. Donc, c'est, comme on vient de le dire, de l'ordre de 27 500 € par part fiscale. Attention, par part fiscale. Donc, si vous êtes marié ou vous avez des enfants, il faut prendre ça en considération. Alors, Daniel demande, est-ce possible de fermer sa société? Y a-t-il un coût? Alors, vous pouvez fermer votre entreprise. Oui, il y a un coût. Donc là-dessus, il faut faire attention. Ce n'est pas un coût direct sur les frais administratifs auprès du greffe du tribunal du commerce. C'est essentiellement aussi une taxe par rapport aux bénéfices que votre entreprise enregistre au moment de la clôture. Donc, il faut faire attention à cela. Il peut être pertinent de sortir peut-être des primes en amont pour faire en sorte de ne pas avoir cette taxe qui, de mémoire, est de l'ordre de 1,5% du résultat de l'entreprise au moment de la clôture. Et vous aurez aussi à payer la CFE si vous clôturez votre entreprise là au 1er février, par exemple. Vous aurez à payer la CFE au titre de 2021. Vous pouvez néanmoins demander un remboursement des 11 douzièmes de mois durant lesquels l'entreprise aura été clôturée. Et pour ça, il faut faire une demande spécifique, ce n'est pas systématique. Donc oui, il y a des coûts. Maintenant, il faut regarder en détail en fonction du contexte de votre entreprise, de la typologie d'entreprise et à quelle date vous la fermez. Ok, alors, aurez-vous des noms d'entreprises pour les contrats d'assurance chômage? Alors, il y avait Swiss Life de mémoire, pour avoir travaillé à l'époque avec eux quand j'étais directeur administratif et financier. Il y a, vous trouvez sur Internet, vous allez trouver beaucoup d'offres là-dessus. La grande majorité des assureurs ont cette typologie de contrat. Mais je suis en dehors de Swiss Life et je n'ai pas d'acquaintance particulière avec eux. Je ne saurais pas vous donner comme ça de bout en blanc des noms. Mais vous avez mes coordonnées dans la présentation, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, un dirigeant de SASU peut-il se faire à lui-même des chèques culture et vacances? Alors, il faut revérifier ce point-là. Je ne voudrais pas vous raconter de bêtises. Je ne vois pas ce qui empêcherait ça. Mais il faut que je m'en assure. Il faut que je revérifie ce point-là. Alors, vous sembliez dire que les points retraite cotisés dans le cadre d'un portage salarial étaient plus complets que ceux d'un statut micro-entrepreneur. Comment comparez-vous les différents statuts? Alors, ça va être tout simplement, les cotisations, comme on l'a vu, sont assises sur une rémunération, sur un montant de base, d'accord, donc c'est ce qu'on appelle l'assiette de calcul, donc sur un montant de base, mais aussi sur des taux. Et les taux de cotisation dans le cadre de la micro-entreprise, ces taux de cotisation, ce pourcentage de cotisation est plus faible que dans le cas du portage salarial. Donc c'est là-dessus que je base la comparaison en disant un chiffre d'affaires équivalent. On enlève les sujets de charges de fonctionnement et d'optimisation. Hein, je parle vraiment juste de l'assiette de cotisation. À rémunération équivalente dans les deux cas de figure, le taux de cotisation du fait de la micro-entreprise, l'État vous donne un taux de cotisation et ce n'est pas un taux de cotisation que vous allez choisir. Vous n'avez pas la possibilité de le faire varier. Ce taux de cotisation va générer des droits différents. Donc, la valeur de vos trimestres, dans le cas de l'assurance vieillesse, dans le cas de la retraite, la valeur de votre trimestre va être moindre pour un même salaire en micro-entreprise qu'en portage salarial, où là, vous allez avoir des taux de cotisation plus élevés, donc plus de valeur sur les points retraite. Concernant les 34 000 € de chiffre d'affaires et la TVA applicable ou non, comment cela est-il calculé dans le temps? Si je me pose la question actuellement de savoir si je dois faire payer la TVA à mes clients, je dois regarder quel est mon chiffre d'affaires depuis le 21 janvier 2021? Vous devez regarder le chiffre d'affaires cumulé entre le 1er janvier 2021 et aujourd'hui. Donc, plus vous allez avancer dans l'année, il faut cumuler ce chiffre d'affaires au titre d'une année.
une année calendaire, et vous observez à quel moment vous allez dépasser le chiffre d'affaires. Tout à l'heure, un participant nous a posé la question, et donc je reprends le même exemple pour que ça soit bien clair. Si je facture 10 000 € chaque mois, je sais que du coup, en avril, je vais nécessairement dépasser le seuil, puisque à fin mars, j'aurai cumulé 30 000 € de chiffre d'affaires. Si je refacture 10 000 € de plus, pendant le mois d'avril, je suis en dépassement de ce seuil. Donc, sur ma facture d'avril, j'applique la TVA sur la totalité de la facture. Alors, comment faire pour estimer la CFE SVP? Alors, question très difficile. Pour estimer la CFE, je n'ai pas trouvé d'alternative très satisfaisante, si ce n'est un site de domiciliation qui doit s'appeler de mémoire Ce Domicilier. Et de tête, c'est sur Ce Domicilier que j'ai trouvé des simulateurs qui vous permettent de saisir votre statut, la commune et votre chiffre d'affaires, et ça vous donne un montant estimé. Alors bien sûr, c'est un site qui a pour vocation de faire de la publicité pour la domiciliation, mais ça vous donnera en première approche une très bonne estimation, je pense, de votre CFE. Et du gain qui est possible de faire du fait de la domiciliation. Alors, à partir de quel moment passer d'une micro-entreprise à une SASU est recommandé? Alors, si vous dépassez le plafond de chiffre d'affaires, bien sûr, comme on vient de le voir ensemble, dès lors que j'ai dépassé 2 années, je suis tenu, j'ai l'obligation, je n'ai pas le choix de passer en SASU. Si vous êtes en deçà de ce plafond de chiffre d'affaires des 72 600 €, je vous invite à rester en micro-entreprise si vous n'avez pas de vocation à accroître vos cotisations et à cotiser plus pour vous garantir plus de garanties santé, retraite et ainsi de suite. Donc là aussi, comme on l'avait vu tout à l'heure, ça va dépendre de votre âge. Si vous vous dites je suis jeune, je suis en début de carrière et finalement, parce que par le biais de la micro-entreprise, je vais me dégager plus de revenus, je vais me faire mon épargne et quelque part ma retraite moi-même avec cet excédent de rémunération, ça peut être une bonne alternative pour rester en micro-entreprise et du coup bénéficier d'un pouvoir d'achat plus élevé et vous constituer vous-même votre retraite. Donc, il n'y a pas vraiment de date. Il faut voir quels sont vos objectifs, quel est votre âge et comment vous vous sentez à l'aise par rapport à cette notion de cotisation et de droits sociaux. Alors, quel est le minimum de salaire à percevoir en SASU pour bénéficier de la protection sociale tout en jouant sur les dividendes? Là-dessus, il faudrait que je fasse des simulations. J'ai pas le chiffre en tête, donc plutôt que de vous dire quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous ferai une simulation, bien sûr gratuite, pour vous dire quel est le minimum pour déclencher, valider les trimestres et avoir les cotisations minimum. Ce qu'on peut garder d'ores et déjà comme ordre de grandeur, c'est que ça se joue aux alentours d'un SMIC. Alors, en SASU, peut-on se rémunérer en partie en salaire et en partie en dividende? Comment un équilibre fixe et variable en salariat? Alors, j'ai peur de ne pas bien comprendre la deuxième partie de la question. Je vais essayer d'interpréter la question. Vous avez du coup ce qu'il faut avoir, c'est une sorte de business plan, savoir estimer bien sûr sur l'année quel va être votre chiffre d'affaires, pour être capable de vous dire à minima, je vais me payer tant en salaire fixe, d'accord? Rien n'empêche en fin d'année, si finalement vous avez surperformé, de vous verser aussi un complément sous forme de primes qui seront aussi elles soumises à cotisation. Et puis de vous verser un delta en dividende. Donc vous avez plusieurs leviers. Tout va dépendre de savoir quel est le minimum de rémunération dont vous avez besoin. Et quelque part vous dire je me fixe ça comme plancher pour pouvoir vivre. Et puis tout l'excédent, par exemple, je vais pouvoir me le verser en dividende. Et vous n'êtes pas non plus tenu chaque fin d'année de tout vous verser en dividende. Vous pouvez très bien décider de ne rien verser en dividende une année et de cumuler avec une autre année. Alors, quel rendement pour la SASU si on mixe salaire et dividende pour avoir les droits sociaux et payer le moins d'impôts? Alors, bon, on a vu tout à l'heure un peu les deux, comment dirais-je, les bornes du système. On avait vu qu'on était entre 45 et 65. Donc, fonction du mix que vous allez générer, ouais, vous allez pouvoir, je vais être un peu plus large, parce que si vous avez plus de cotisations sociales, parce que vous avez pris une retraite supplémentaire, ainsi de suite, ça peut tomber à 40.
Et puis, si en plus des dividendes, vous mixez avec des charges de fonctionnement, on va dire entre 40 et 70. Donc, vous allez fréquemment pouvoir arriver entre les deux à 55. Voilà, je me mouille pas trop en disant ça, mais globalement, mixer des cotisations qui sont adaptées à ce que vous voulez, des charges de fonctionnement, et puis la partie impôt entre salaire et dividendes, ça va vous permettre de viser un rendement aux alentours des 55. Alors, concernant le logement de fonction, vous avez parlé de bail. Est-ce possible d'acheter un bien et de faire passer les charges du crédit sur la société en tant que logement de fonction? Ou est-ce que ça ne concerne vraiment pas ou est-ce que ça ne concerne vraiment que les locations? Alors, c'est une bonne question complémentaire. En effet, ça ne concerne pas nécessairement que les locations d'appartements dont vous ne seriez pas propriétaire. Néanmoins, si vous êtes propriétaire de votre appartement, vous pouvez passer une quote-part de charge. Si maintenant vous voulez acheter un appartement, vous pouvez aussi, et que vous souhaitez le passer en logement de fonction, le montage le plus efficace, c'est d'acquérir ce bien immobilier par le biais d'une SCI, dont vous êtes propriétaire, avec votre conjoint et ou vos enfants. Et cette SCI va faire un bail vis-à-vis de votre SASU. Du coup, ce qui vous permet d'avoir un logement de fonction vu de votre SASU, et vis-à-vis de votre SCI, vous êtes sûr d'avoir des loyers puisque c'est votre société qui va payer tout cela à votre SCI. Néanmoins, ça va générer des revenus sur votre SCI et vous aurez une fiscalité sur la SCI. Tout dépend, encore une fois, si vous avez opté pour une SCI à l'IS ou à l'IR. Donc la réponse est oui, il y a possibilité de faire des choses, même quand on n'est pas locataire. Sachant que les avantages en nature sont aussi taxés, à quel point est-ce plus intéressant de les passer en charge de fonctionnement? Là, tout va dépendre de la fiscalité de votre foyer. Donc, il faut regarder combien il y a de parts fiscales dans votre foyer, quel est le niveau d'imposition de votre foyer pour trouver le seuil optimal et puis voir aussi de quel niveau de charge de fonctionnement vous pourriez justifier. Donc là, malheureusement, je n'ai pas de réponse toute faite. C'est vraiment cas par cas. Pour la SASU, il y a aussi les chèques CESU à hauteur de 1 800 €, il me semble, en frais possibles, non? C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. C'est une très bonne remarque, il va falloir que je l'ajoute dans les slides. Et oui, on peut aussi bénéficier de ça. Donc, c'était les chèques en général. Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, imaginons que je double, voire plus, mon plafond de revenus. Est-ce que je risque quelque chose? Non. Tant que vous êtes dans le cadre de ces 2 années, alors je n'ai pas précisé, ce sont 2 années calendaires. Attention, 2 années calendaires. C'est-à-dire que si vous explosez votre chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois de l'année 2021, l'année 2021 comptera comme ayant été une année en dépassement. Et en plus, c'est au prorata du temps. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que vous avez ces 2 années calendaires sur lesquelles vous pouvez dépasser sans limite de chiffre d'affaires. L'État ne vous pénalisera jamais. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au terme de ces 2 années, vous êtes tenu de changer de statut. SASU, au niveau de l'investissement que peut faire la société pour déduire des charges pour les exercices suivants, je connais la partie de la SCPI en démembrement usufruitière. Y a-t-il d'autres choses possibles? Dans des investissements, là, je ne saurais pas. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, donc je ne veux pas dire de bêtises. Je vais sciemment pas me mouiller sur ce sujet. Alors. Il y a possibilité de faire juste une chose, il y a possibilité de faire des investissements, en effet, d'aller acheter des locaux professionnels. Ce qu'il ne faut juste pas oublier par rapport à ça, ce que je peux dire de façon très générale, c'est que bien sûr, les investissements qui vont être faits par l'entreprise doivent rester en adéquation avec la typologie d'activité de l'entreprise. Est-ce qu'on peut avoir une auto-entreprise et une société en dividende? Vous pouvez totalement avoir une micro-entreprise d'un côté et par exemple une SASU sur laquelle vous allez vous rémunérer en dividende, voire même vous rémunérer en salaire, à la condition exclusive, attention à une chose, à la condition exclusive que ces 2 structures n'aient pas le même type d'activité. Si vous êtes formateur dans le milieu des RH et que vous avez une micro-entreprise dont le descriptif d'activité est celui-ci et que vous avez le même descriptif d'activité pour votre SASU, là, vous serez requalifié par les URSSAF.
Par contre, rien ne vous interdit d'avoir une activité de formateur en auto-entreprise et au travers de votre SASU, une activité de développement de logiciels informatiques. Alors, David demande, rendement, c'est-à-dire exemple sur micro-entreprise, on va avoir au final en net 60 à 80% du chiffre d'affaires, entre parenthèses, hors impôts, charges sociales, etc. C'est ça? Donc, le rendement, je rappelle, le calcul du rendement tel qu'on l'a vu dans la présentation là, c'est bel et bien mon pouvoir d'achat net après impôt sur le revenu divisé par mon chiffre d'affaires. Donc, si on est en effet entre 70 et 80%, ce qui est le médian pour les micro-entreprises, c'est dans un contexte où on a bien déjà déduit et payé toutes ses cotisations URSSAF et son impôt sur le revenu. Oui, c'est bien ça. C'est bien la définition du rendement telle que je l'ai stipulé dans la présentation. Alors, on a encore 17 questions. Les chèques vacances et restaurants sont-ils possibles pour un président SASU sans le statut de salarié? Alors, c'est le point qu'on a vu tout à l'heure. Pour moi, ça doit être possible. Alors, sans le statut de salarié, non. Sans le statut de salarié, non. Parce qu'il y a une quote-part qui doit être assise sur la rémunération. Il y a une partie qui est payée par le salarié en tant qu'employeur et une partie qui est payée, entre guillemets, par l'entreprise. Alors, auriez-vous un document ou site internet à recommander pour savoir la marche à suivre en cas d'auto-entreprise pour un chiffre d'affaires annuel supérieur à 34 000? Comment procéder pour facturer avec TVA, etc. Alors, vous avez beaucoup de sites web qui proposent d'accompagner les micro-entrepreneurs, dont DigiWork Solutions, sur lesquels vous allez retrouver la marche à suivre sur la TVA. Donc, si vous faites auto-entrepreneur TVA, comment appliquer la TVA, vous allez avoir beaucoup de descriptifs en texte, voire même sur YouTube de vidéos qui expliquent tout ça. Voilà. Je vous invite juste, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, à bien cadrer ça par rapport à votre chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Alors, où pouvons-nous trouver l'assiette de cotisation pour la SASU afin de savoir combien se verser en salaire et le reste en réinvestissement ou dividende? Alors, il n'y a pas de. Là-dessus, vous êtes libre, vous pouvez appliquer ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de site là-dessus à proprement parler. Ce qu'il faut juste faire, ce sont des simulations en prenant plusieurs hypothèses. Si je me verse 1000, 2000, 3000 euros, et voir à ce moment-là combien je me verse en dividende, et regarder le cumul net après impôt dans tous les cas de figure, en disant je somme ma partie net après impôt salaire avec ma partie dividende. Et du coup, ça me permet de déterminer, dans mon cas de figure, en fonction de ma fiscalité personnelle, quel est le système le plus avantageux. Donc, il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Encore une fois, c'est fonction de votre foyer. Est-ce intéressant de passer en libératoire la deuxième année après la création de son entreprise? Seuil de la micro dépassé dès la première année. Alors, vu que vous l'avez dépassé la première année, je rappelle que vous avez le droit de le dépasser la deuxième année. Et si vous êtes éligible au prélèvement libératoire, oui, je vous invite vivement à en profiter, sauf à ce que vous ayez une fiscalité sur votre foyer qui soit nulle ou inférieure à 2,2%, auquel cas vous n'avez pas intérêt à opter pour le prélèvement libératoire. Si je pars sur micro-entreprise en freelance plus CDI, quel est le mode le plus avantageux? Micro, portage, SASU. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est quelqu'un qui veut être salarié et cumuler un statut d'indépendant en parallèle. Vu que vous êtes déjà salarié, vous avez déjà des cotisations, donc dans ces cas-là, le plus intéressant, comme ça, brûle pour point, semble être la micro-entreprise. Un comptable est-il obligatoire ou simplement recommandé pour un micro-entrepreneur ayant peu, voire aucune dépense? Recommandé uniquement, mais ce n'est pas du tout obligatoire, on est bien d'accord, et c'est relativement simple, on appelle ça une comptabilité de caisse. D'après ce que j'ai compris, on n'est pas obligé de passer la part du loyer qu'on paye sur sa SASU en SAS si on a ouvert un établissement secondaire et qu'on a fait une mise à disposition. Sur l'établissement secondaire, là, je ne vais pas savoir répondre. Je préfère pas m'engager, il faut revoir ça avec l'expert. Pardon, avec l'expert comptable directement. Il faut voir le contexte. Je ne sais pas répondre. Alors, dans le cadre d'une prestation B2B, le client peut par la suite déduire la TVA de ses charges. Oui. Il va déduire la TVA des autres TVA qu'il a collectées. Donc oui, pour lui, elle est déductible.
Alors, il est indiqué que le seuil de la micro est de 72 600 € de chiffre d'affaires par an et qu'on peut dépasser 2 années consécutives. Si nous dépassons le seuil la première année, est-il remis à zéro la seconde année ou devons-nous déduire du plafond de la deuxième année le surplus de l'année précédente? Non, non, c'est bien 2 années. On va regarder indépendamment les années l'une de l'autre et on va regarder chaque année si chaque année on a dépassé ou non le seuil des 72 600 €, quel que soit le chiffre d'affaires fait l'année précédente. Et on ne considérera le cas que de 2 années consécutives où on a dépassé ce plafond de chiffre d'affaires pour devoir changer de statut. Alors, en SASU, est-ce intéressant de faire passer des frais de fonctionnement alors que notre CA est très faible au risque de le rendre négatif? Alors, surtout pas le rendre négatif, ça je vous invite pas à le faire, ça serait un très mauvais choix. Donc vous n'êtes pas obligé de passer des frais. Mieux vaut faire en sorte que votre société soit excédentaire, quitte à payer un petit peu d'IS. Et si vous avez en effet très peu de chiffre d'affaires, on peut aussi se poser la question de l'utilité de créer une SASU et peut-être que la micro-entreprise peut être plus indiquée. Puis-je cumuler le statut de micro-entrepreneur sans dépasser le plafond de 72 600 € plus SASU et percevoir uniquement sur la SASU des dividendes? Quel est le taux de charges sociales et impositions applicables aux dividendes? Alors oui, on l'a vu tout à l'heure, à la condition que les deux activités soient bien distinctes, qu'on puisse bien le démontrer en cas de contrôle. Et sur le niveau de taxe, ça va dépendre, sur les parties dividendes, ça va dépendre si vous optez pour le prélèvement libératoire, pour la PFU, pardon, ou le barème d'impôt progressif. Donc ça dépend, encore une fois, de la fiscalité de votre foyer. Ça, c'est une étude qui se fait au cas par cas. Ou consulter le taux de CFE par commune. Je n'ai pas trouvé de database globale. Ouais, là, on a répondu tout à l'heure. Regardez le site sedomicilier.fr. De mémoire, ils ont ce simulateur. Alors, faut-il dépasser le chiffre d'affaires de 34 000 € 2 ans de suite pour faire appliquer la TVA? Non, dès la première année, il faut appliquer la TVA. Dès le moment où on franchit ce seuil-là, il faut immédiatement appliquer la TVA. Existe-t-il des simulateurs pour savoir si le prélèvement libératoire serait plus avantageux que le régime classique? Oui, il existe un simulateur. Sur impôt.gouv, vous avez un simulateur où vous allez rentrer votre revenu et ça va vous donner un taux d'imposition. Si ce taux d'imposition est supérieur à 2,2%, alors vous avez tout intérêt à opter pour le prélèvement libératoire, en effet. Si, en tant que micro-entreprise, nous avons des charges de fonctionnement, à partir de quel pourcentage de chiffre d'affaires il est intéressant de passer en SASU? Je dirais qu'à partir de 5 000 €, ça va être intéressant. Après, tout dépend quelles sont les charges que vous avez, encore une fois, sur la micro-entreprise. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est le résiduel, votre chiffre d'affaires moins vos charges. Et je dirais qu'à partir de 5 000 €, il ne faut pas perdre de vue qu'en SASU, vous allez avoir des frais comptables qui vont être minimum de 600 € par an, voire de 1 500 € très facilement. Y a-t-il un endroit clair pour trouver un comparatif des détails des prestations sociales, SASU, salaire, dividendes? Oui, alors j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, et même s'il était dans mon slide sur la partie micro-entreprise, je pense que je peux revenir en arrière dans la présentation. Oui, en effet. Vous l'avez ici, pardon. Voilà, en bas, vous avez un site de l'État qui s'appelle monentreprise.fr. Et sur monentreprise.fr, vous allez pouvoir faire beaucoup de simulations très intéressantes. Alors, il y a des questions un peu techniques sur votre statut, mais globalement, vous allez avoir des commentaires qui vont vous guider. Donc, je vous invite à aller sur monentreprise.fr. Les chèques CESU comptent comme avantage en nature, ils sont taxés? Les chèques CESU en avantage en nature, non, pour moi, ils ne sont pas taxés. C'est un avantage en nature, mais qui est plafonné. Est-ce qu'on peut créer une SASU au nom de son conjoint et donc avoir et une auto-entreprise et une SASU sur la même activité du coup? Oui, je vois le sens de la question qui est posée, mais là, on commence à mordre la ligne jaune. Donc, je déconseille, d'autant plus qu'en cas de contrôle, il faudrait pouvoir justifier que votre conjoint ait une activité, enfin, et des compétences qui soient alignées avec le type de la structure. Donc, je prends un exemple. Si vous êtes spécialiste en développement logiciel et que madame est artiste peintre, ça peut être compliqué de justifier ça en cas de contrôle. Donc, n'oubliez pas, le contrôleur fiscal est quelqu'un
qui saura vous emmener sur les bonnes questions pour vous mettre en face des potentielles incohérences. Alors, est-il possible de demander le prélèvement libératoire quand on veut? Vous pouvez le demander dès lors que vous avez vérifié que vous êtes éligible, encore une fois, par rapport à l'année N-2. Et en début d'activité. Et dernière question. En micro-entreprise avec une activité B2B, y a-t-il un quelconque intérêt à ne pas appliquer la TVA dès le premier mois d'activité, vu que le client déduira notre TVA de la sienne? Alors, sur la TVA, c'est pas une option. On ne choisit pas d'appliquer ou de ne pas appliquer la TVA. Encore une fois, quand je suis en deçà des 34 400 €, il n'y a pas de TVA à appliquer. L'année où j'ai créé ma structure, et dès lors que l'année d'avant, j'avais pas non plus de TVA. Et dès lors que je passe les 34 400 €, je me dois d'appliquer la TVA, et ça n'est pas un choix, qu'on soit en B2B ou en B2C. Et on a balayé toutes les questions. Merci Clémentine. Eh ben, merci beaucoup Hugues. Merci également à tous les participants. Et puis, le livestorm va bientôt s'arrêter. Donc, merci à tous. Je ferai suivre la présentation pour les personnes qui ont participé aujourd'hui. La présentation PowerPoint suivra par mail cet après-midi ou grand max demain matin. Et petit rappel, le replay sera proposé sur le YouTube de Malte. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Malte France. Et du coup, vous retrouverez tous nos replays et du coup, celui-ci qui devrait arriver d'ici une dizaine de jours. Et merci à tous. Bon appétit et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.